à tous, donc, je suis Marjorie Priscal, je suis coordinatrice à la FOL 74 sur les services de la PADA, la HUDA, le CFR et le DU. Donc on va vous présenter donc, la FOL dans un premier temps, parce que c'est important de présenter son association, et puis on va arriver après au CFR et vous expliquer ce qui est fait exactement chez nous. Voilà. Donc la FOL est une association loi 1901 qui a été créée le 20 avril 1929 pour la Haute-Savoie, née d'un mouvement d'éducation populaire. Et nous sommes membres de la Ligue de l'enseignement, dont le fondateur est Jean Masset, qui milite pour promouvoir l'éducation et la culture. Nous intervenons dans tout le département de la Haute-Savoie, mais aussi en France et dans le monde, car nous avons des séjours, plusieurs choses dans nos différents secteurs. Nous avons à peu près 400 associations qui sont affiliées à la FOL. Nous avons 1100 adhérents adultes et 26 000 adhérents jeunes. 350 salariés tout le long de l'année et 1000 au niveau de la saison d'été en général. Le secteur sportif, donc on va retrouver l'UFOLEP, l'UCEF, des stages sportifs, des séjours seniors, femmes, de séjours formation. Nous sommes depuis le 1er mars aussi centre d'apprentissage. Donc on a le BAFA, BFD pour les formations non professionnelles, BPGEPS sur les formations professionnelles et des formations périscolaires, membres d'associations, PSC1 et incendie pour les personnels de la FOL. On a aussi un secteur cinéma. On a 2 cinémas sur la Haute-Savoie, du cinéma mobile et les semaines d'éducation contre le racisme. Ensuite, on a le secteur vacances avec l'UFOVAL, les centres de loisirs en lien avec les mairies du département, les classes de découverte et les vacances famille. Et puis, le dernier service, le secteur social, où on va retrouver un CER, Centre éducatif renforcé, un SATI, un service d'accompagnement temporaire individualisé, un SRP, service de réparation pénale, ça fait beaucoup de sigles, stage de sensibilisation aux produits stupéfiants, un dispositif d'accueil des mineurs isolés étrangers. On a une antenne qui s'est ouverte aussi cette année en plus, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on avait le dernier. On a ensuite l'accueil de jour de la halte sur Annecy, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile depuis le 1er janvier 2016, l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile depuis une dizaine d'années, et 2 CADA, un qui se situe sur la Haute-Savoie et un sur la Savoie, et enfin le service du CFR Famille. Donc, le service du CFR Famille est un service d'accompagnement et de coordination vers l'insertion des personnes qui ont une protection internationale. On est guichet unique au niveau du département. On fonctionne sous forme de fiches candidature, donc qui ont été distribuées à toutes les associations, tous les partenaires qu'on peut avoir au niveau de l'asile. Et on a été créé en avril 2013. On est cofinancé par le FAMI, la DDCS et la CAF au niveau des ALT pour les logements. Au niveau de l'organisation du service, on va donc trouver une responsable asile qui va gérer tous les services asile, un chef de service et une coordinatrice qui, eux, sont à temps partiel sur ce service-là, avec une secrétaire pour tout l'administratif. Ensuite, on va avoir 2 travailleurs sociaux à temps plein, un stagiaire en formation qui change toutes les années. Nos locaux sont partagés entre les différents services HUDA, PADA, DU et CFR. Les ouvertures de services sont du lundi au vendredi et nous intervenons sur tout le département, donc les familles peuvent être reçues dans nos locaux comme nous nous déplaçons sur leurs hébergements. Il y a une voiture de service qui est propre à tous ces services, donc que les personnels se répartissent.
Donc pour l'année 2014-2017, nous avons 140 personnes qui auraient dû être suivies. Et pour l'année 2017-2020, donc on a eu un nouveau projet, ça sera 120 personnes suivies. Donc moi je me présente, je m'appelle Priscilla Mesiani, je suis du coup travailleuse sociale. Je vais un petit peu plus vous expliquer ce qu'on fait au quotidien. C'est vrai qu'on était en train d'expliquer, c'est le projet du CPR Famille, c'est un projet qui est fait pour 3 ans via l'Europe et via la DDCS de notre département. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est fait pour 3 ans. C'est vrai que là on rentre dans le deuxième 3 ans. Et les choses ont pu un petit peu changer. Donc là, on va pouvoir aussi un petit peu vous expliquer les différences. Donc comme vous avez pu lire, l'objectif de ce service, c'est diagnostiquer, accompagner, coordonner l'insertion des personnes ayant obtenu une protection internationale ou une apatridie d'une façon personnalisée, dynamique et dans une dimension interculturelle. C'est vrai que nous, du coup, on fait vraiment un projet individualisé de l'unité familiale qui se présente à nous. Et c'est vraiment un accompagnement global. Ce projet individualisé, il est fait donc avec nous, avec les personnes qu'on reçoit, mais aussi avec les personnes qui peuvent nous orienter les familles, comme par exemple les CADA du département. Du coup, donc notre premier axe de travail, c'est l'axe de travail qui est plus vraiment lié au niveau des personnes accompagnées. C'est vrai qu'on a 3 grands domaines, même si vraiment, comme je pouvais le dire tout à l'heure, c'est vraiment un accompagnement global. Donc on ne va pas se contenter vraiment de rester sur ces 3 gros points. Sur la partie administrative, comme vous pouvez tous le savoir, quand la personne arrive, elle est confrontée à des multitudes de documents, à des multitudes de rendez-vous. Donc c'est vrai qu'on va l'accompagner autour de toutes ces démarches. Ça peut être de façon individuelle, ça peut être de façon collective autour d'ateliers, de gestion de papier, de classement, d'identifier quelles sont les différentes structures auxquelles elle va pouvoir avoir affaire tout au long de son parcours. On va pouvoir l'accompagner dans toutes les démarches liées à son état civil, liées avec tous les services de préfecture, d'ouverture de droit. On va aussi l'accompagner dans cette partie administrative, dans toute la partie médicale, puisqu'on se rend compte de plus en plus qu'on a des personnes qui sont malades, qui arrivent avec de forts handicaps. Donc on va effectivement pouvoir les accompagner autour de toutes ces démarches-là. On va aussi, à ce moment-là, se laisser, dans cette partie administrative, qui n'est vraiment pas exhaustive, on va aussi se laisser porter par les demandes des familles. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes ou de familles qui nous font des fois des demandes un petit peu particulières. Comme par exemple redéposer une demande d'asile, malgré qu'ils soient protégés, parce qu'il y a des membres de la famille qui ne le sont pas tous, et donc pour eux c'est important que leur histoire soit entendue et que leur histoire soit reconnue. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir les accompagner dans ça. On a aussi des heureux événements où on nous demande de prendre part, donc c'est aussi les accompagner dans ces parties administratives, quand on a des mariages, des baptêmes. Voilà comment ça se passe en France, comment on peut amener ses propres valeurs, ses propres cultures autour de l'administratif auquel ils vont être confrontés. Donc c'est assez grand cette partie-là et elle ne fait que s'augmenter. Sur la partie formation-emploi, effectivement on va être vraiment sur les parties classiques. Pour commencer, on va effectivement aller s'inscrire à Pôle emploi, à la mission locale. C'est vrai que nous on a rencontré un certain nombre d'agences d'intérim à différents endroits du département, donc c'est vrai que ça va nous permettre de pouvoir aussi orienter certaines personnes, puisqu'on sait aujourd'hui au niveau de certaines agences d'intérim lesquelles vont pouvoir accueillir le type de personnes qu'on va accompagner, quels sont les besoins. On accompagne aussi beaucoup les familles autour de la constitution des CV, de la préparation des entretiens, la gestion des papiers qui arrivent derrière, comment on va gérer sa fiche de paie, comment on va renouveler son contrat de travail. Donc ça c'est vrai que c'est une part importante, c'est toujours aussi des choses qu'on fait soit de façon individuelle ou soit de façon collective, puisqu'on s'appuie effectivement aussi sur des anciennes personnes qu'on a pu accompagner sur ce service-là, qui ont du coup un vécu, qui sont là depuis quelques années, qui ont aussi envie de faire partager leur expérience, qui ont aussi envie de mettre leurs compétences
en lien avec nous, comme l'association précédente pouvait dire, c'est aussi rendre un petit peu ce qu'ils ont eu à un moment donné. Donc c'est vrai que voilà, des fois ça se fait vraiment de façon collective. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est vrai qu'on se déplace aussi avec les familles. Comme on pouvait le dire tout à l'heure, on a des personnes qu'on accompagne qui sont hébergées, on a des personnes qui ne le sont pas, donc qui sont sur des lieux de vie très précaires. Donc c'est vrai qu'on va les accompagner dans ces démarches-là. Donc si la formation, si le Pôle emploi il est à 30 km de leur lieu de vie, on va les accompagner. Alors le but, c'est pas de leur faire perdre leur autonomie, pas du tout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont le faire tout seuls, qui ne vont pas avoir besoin de nous. Pour autant, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin voilà, d'être rassurées. Donc c'est quelque chose voilà, qu'on va faire avec eux. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on se laisse aussi un peu porter par ce que les familles nous amènent, nous demandent. Et du coup, pour nous, voilà, c'est quelque chose de très important de se déplacer voilà, avec les familles pour aussi éviter des fois des incompréhensions, des quiproquos et voilà, des angoisses et de la colère qui pourraient des fois s'augmenter face à des incompréhensions, face à des rendez-vous, à des partenaires, à des administrations. La dernière partie, c'est le logement. Je crois que c'est quelque chose qui nous occupe. Alors nous, on a la chance sur notre service, c'est d'avoir des logements temporaires. Alors sur l'ancien projet, sur les 3 dernières années, on avait à peu près entre 10 à 12 appartements temporaires, où les personnes pouvaient rester entre 6 mois avec une possible renouvelée, encore 6 mois cet accompagnement. Donc c'est vrai que ça permettait de mettre les personnes à l'abri, alors soit en sortant de dispositifs d'hébergement d'asile, ou soit des personnes qui étaient du coup à la rue, de pouvoir à un moment donné venir faire une pause et continuer son installation en France. Sur le nouveau projet, ça a été réduit à 6 logements, donc ça a été un petit peu une difficulté pour nous parce qu'il a fallu déjà un petit peu reloger les personnes qui étaient déjà là, sans pour autant en reprendre d'autres. Après, au niveau du logement, c'est vrai que le fait d'avoir ces logements transitoires, ça nous permet vraiment concrètement de travailler avec les personnes dans le logement, donc tout ce qui va tourner à l'attribution d'un logement, donc toutes les démarches administratives, tous les compteurs, toutes les assurances, la gestion du budget, comme on vit dans un appartement en France, tout en faisant cohabiter sa façon de vivre qu'on a pu faire dans son pays d'origine. Donc c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps. On fait aussi pareil de façon soit individuelle, soit de façon collective, où d'autres familles vont pouvoir venir partager leur expérience, ou les logements, ou selon où les logements se trouvent, soit dans des milieux ruraux ou soit dans les villes. Et en ville, ça va être les voisins qui vont avoir spontanément envie de vouloir connaître cette nouvelle personne dans le bâtiment. Dans les milieux ruraux, ça va être plutôt de les faire participer à la vie de la commune, en leur faisant participer à toutes ces associations-là. Donc c'est vrai que ces logements transitoires, ils sont très importants pour nous. Après, plus globalement, au niveau du logement, effectivement, on lance aussi toutes les démarches classiques que tout le monde peut faire. On a aussi la chance sur le territoire lié du fait qu'on est sur le territoire depuis très longtemps au niveau de l'asile, c'est qu'on a aujourd'hui des bailleurs qui nous donnent la priorité sur certaines possibilités de logement, soit en résidence sociale, soit sur du logement classique, bailleurs privés, bailleurs sociaux, parce qu'ils savent que malgré l'attribution d'un logement, nous, on ne lâche pas les familles, on les suit, on les accompagne pendant un certain moment. L'axe de travail 2, c'est la représentation du service. Aujourd'hui, c'est un bel exemple. C'est vrai que les 2 travailleurs sociaux font aussi un certain nombre d'autres missions qui permettent d'appliquer l'axe de travail numéro 1 que je viens de vous décliner. Donc on est effectivement en recherche constante de partenariats. Dans nos locaux, effectivement, on a un lieu d'accueil, de documentation et de ressources. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on n'accompagne pas, qui sont pourtant bénéficiaires d'une protection internationale, mais qu'on reçoit quand même, soit pour les orienter vers d'autres partenariats, soit pour répondre à des questions, soit pour les réorienter. C'est vrai qu'on fait aussi des ateliers de présentation, tout simplement parce qu'on essaye aussi de pallier, alors on pourra vous en parler un petit peu après avec les chiffres, du nombre de personnes qu'on accompagne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est saturé parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont bénéficiaires d'une protection. Donc du coup on essaye sur certains espaces de faire plutôt du suivi collectif pour éviter que des personnes restent pendant plusieurs mois sans suivi.
On fait aussi de la consultation sur rendez-vous, voilà, sur des choses bien spécifiques. On a des personnes qui sont quand même accompagnées par d'autres travailleurs sociaux dans des structures de droit commun, mais sur des choses bien plus spécifiques, des fois qui peuvent être voilà, sur l'OFPRA, sur des réunifications familiales, voilà, sur des choses vraiment spécifiques liées au statut. C'est vrai qu'on nous demande voilà, des rendez-vous, donc c'est ce qu'on fait aussi. On forme aussi du personnel, alors que ça soit au sein de la FOL ou pareil sur des personnes extérieures. Et on a la chance tous les ans d'avoir un partenariat avec une fac de psycho qui nous permet d'accueillir une fois par an un stagiaire en dernière année de psychologie qui s'oriente vers voilà, l'accompagnement de personnes dans l'exil. Du coup, ça nous permet voilà, tous les ans de mettre des ateliers en faveur des statutaires. Alors tous les ans, les thèmes sont changés puisque ça dépend aussi de ce que les familles ont envie d'apporter, de ce que aussi la psychologue en place, la stagiaire psychologue met en place. Mais c'est vrai qu'on a pu travailler il y a 2 ans sur leur parcours d'exil, autour du voyage, autour de dessin. C'était plutôt intéressant. Cette année, on a plutôt travaillé sur comment ils pouvaient imaginer leur vie en France si on leur donnait un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se font malgré la barrière de la langue. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de dessins voilà, pour que tout le monde puisse quand même s'y retrouver et qu'on ne se trouve pas voilà, confronté à la barrière de la langue. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les chiffres de ce qui a pu être fait l'année dernière. Donc concernant les personnes qu'on a accueillies, donc on a accueilli 148 personnes, donc on a dépassé un petit peu les 140 qu'on devait accueillir. C'est un choix de notre part de ne pas avoir dépassé plus, contrairement aux autres années qu'on vous montrera là-bas par rapport au financement. La provenance de ces familles est essentiellement des CADA, comme vous pouvez le constater. Une petite partie de la HUDA, des PADA et des tiers, donc essentiellement les gens qui sont dans la rue pour le PADA et les tiers, qui sont les moins suivis parce que les moins repérés sur le département. Et puis peut-être aussi parce qu'on a effectivement des consignes, enfin en tout cas des discussions autour de la table pour essayer d'organiser un turnover sur les CADA. Donc c'est vrai qu'à des moments on a pu privilégier un petit peu plus de personnes sur des sorties de CADA, sur un accompagnement plus que des personnes qui malheureusement étaient déjà dans des difficultés. Donc au niveau des nationalités, on a eu principalement sur le Moyen-Orient, sur les Balkans, je me suis perdue, l'Afrique, le Moyen-Orient et le Caucase. Donc le nombre de personnes qu'on a aidées au niveau de l'emploi et de la formation correspond à 88. Donc bien sûr, on n'a pas les enfants, c'est pour ça la différence des 148. Et on peut constater qu'il y en a très peu qui ont pu bénéficier de l'emploi avec la formation. Au niveau de l'hébergement, c'est un peu plus important. On a donc dans un premier temps 53 personnes qui ont pu bénéficier de nos logements temporaires CFR Famille et 78 ont accédé vers le parc social et 4 pour le privé. Donc c'était très complexe chez nous, ou dans d'autres régions aussi, je pense. Alors c'est vrai que c'est important de parler des choses positives, mais en même temps c'est aussi important de venir constater des problématiques qu'on rencontre. Donc dans des grandes généralités, nous on a pu constater on a une augmentation de demandes d'accompagnement, puisqu'on a effectivement eu aussi beaucoup de relocalisés, donc on a eu aussi beaucoup de nationalités qui ont changé ces derniers temps. Donc du coup on a une liste d'attente au niveau de l'accompagnement qui s'est fort augmentée. On a pu constater aussi qu'on avait un changement de typologie et de composition familiale. C'est vrai qu'avant on avait beaucoup de familles, aujourd'hui on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes isolées. Voilà, ce qui nous a demandé de changer beaucoup de choses au niveau de l'accompagnement, notamment au niveau du logement. On a pu aussi constater une rapidité dans l'obtention du statut qui a pu nous mettre en difficulté. Alors il y a de l'avantage parce que les personnes passent moins de temps dans leur demande d'asile et c'est ce qui était voulu dans cette réforme de l'asile, donc c'est plutôt agréable. Pour autant, nous on avait pu constater que les personnes, quand il y avait du temps au niveau de l'asile, elles avaient le temps aussi
de prendre des repères, de commencer un petit peu à comprendre comment ça se passe sur la ville, sur la commune, sur le pays où ils sont accueillis, peut-être d'arborer déjà la langue française. Et c'est vrai qu'on a pu constater que la rapidité d'obtention de statut pouvait nous aussi nous mettre en difficulté et les mettre en difficulté dans l'accompagnement et dans leur installation en France. Et après, c'est la disparité du territoire de la Haute-Savoie. Donc on va un petit peu plus vous détailler. Donc nous, sur la partie administrative, ce qu'on peut voir, c'est les délais tardifs dans l'octroi des états civils de l'OFPRA. Selon les nationalités, ça va entre 6 mois à 1 an. Donc ça retarde beaucoup d'autres démarches pour des personnes. Il y a les délais tardifs dans la mise en place des CIR avec l'OFI. Donc on a un petit peu pu l'évoquer ce matin, on ne reviendra pas dessus. Différence d'application des règlements entre la préfecture et les sous-préfectures. Par exemple, pour faire reconnaître un permis de conduire dans notre département, selon la préfecture ou les sous-préfectures, les règles ne sont pas toutes appliquées pareil, ce qui peut poser un certain nombre de difficultés selon les lieux d'hébergement. Et donc beaucoup de retard derrière. Au niveau du logement, la grande problématique, c'est le manque de logement. Par exemple, en 2016, en Haute-Savoie, il y a 23 000 demandes de logement social déposées. Il n'y a que 12 000 logements qui ont été attribués au niveau du social, donc soit de la nouvelle construction, soit de la réattribution. Donc je vous laisse faire le calcul, il y en a quand même beaucoup qui n'accèdent pas aux logements sociaux. Là, on est vraiment que sur la demande d'HLM, donc on n'est pas du tout sur les logements temporaires, résidences sociales, SJT, etc. Juste sur le logement, effectivement, excuse-moi. Donc effectivement, on a aussi de plus en plus de demandes des différents bailleurs sur les documents administratifs qu'ils nous demandent. Du coup, effectivement, comme il y a beaucoup de demandes et très peu de choix, les bailleurs demandent de plus en plus de garanties, de plus en plus de documents que les personnes qu'on accompagne ne sont pas forcément en capacité de fournir. Et on regrette l'absence d'un CPH dans notre département. Dans les autres problématiques qu'on a pu rencontrer, c'est la santé. C'est vrai qu'on a pu le dire, on se rend compte de plus en plus que les personnes aussi arrivent de plus en plus avec de graves pathologies, de graves problématiques. On a un département qui aussi qui a beaucoup de disparités, donc qui peut avoir des très grosses agglos et après de gros moments de ruralité, alors en montagne. Du coup, on a une pénurie du corps médical selon les endroits, et puis on a complètement une absence de suivi psychologique ou psychiatrique qui devient très problématique dans certaines situations. Au niveau des finances des personnes, on a pu rencontrer beaucoup de difficultés avec l'absence de ressources pour les moins de 25 ans, malgré la garantie jeune qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Et l'absence de RSA quand l'enfant obtient le statut, c'est vrai qu'en tout cas de plus en plus, particulièrement avec les nationalités de Guinée, on a de plus en plus de personnes où c'est les enfants qui obtiennent le statut et pas les parents. Du coup, c'est une nouveauté qu'on a depuis à peu près 2 ans, en tout cas nous, dans nos accompagnements, et ça complexifie beaucoup de choses, puisque quand c'est l'enfant qui obtient le statut, les parents n'ont pas forcément de récépissé qui autorise à travailler, n'ont pas forcément la carte de séjour qui autorise à travailler, ils n'ont pas accès au RSA. Donc bien évidemment, sans ça, quant à l'installation en France, c'est extrêmement compliqué. Au niveau de la formation et de l'emploi, je crois que le constat est fait par tout le monde, c'est la formation linguistique. On trouve effectivement qu'il n'y en a pas assez, et puis effectivement ce qui a pu être relevé ce matin, c'est qu'il n'y a absolument pas de formation adaptée pour les personnes qui sont illettrées ou analphabètes, donc qui n'auraient pas pu être scolarisées dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est des personnes qui ne sont absolument pas prises en charge, et c'est extrêmement compliqué. Comme on a pu le dire aussi ce matin, donc on a une accessibilité réduite à la garantie jeune. C'est alors vraiment au niveau des missions locales, c'est au niveau aussi selon les endroits du département, elle est appliquée de façon très particulière. Et au niveau des modes de garde, puisqu'on a aussi de plus en plus de parents isolés avec enfants, donc parents avec enfants. Et du coup, quand ces parents ont des enfants de moins de 3 ans, c'est extrêmement compliqué d'accéder à un mode de garde, parce que le mode de garde va avec l'emploi, mais l'emploi va avec le mode de garde, donc c'est extrêmement compliqué de se lancer dans des démarches de formation ou de travail. Au niveau de la culture, malgré le manque d'accès à la culture, on est quand même un département et en tout cas une association, la FOL, qui milite pour ça et qui du coup mène un certain nombre de projets pour que les familles puissent en tout cas y participer. Voilà.
Du coup, au niveau du bilan, c'est important de parler quand même des choses positives. Donc du coup, depuis 2013, quand on a ouvert ce service-là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé sur notre réseau partenarial qu'on avait avec l'asile depuis plus de 10 ans. Ce réseau partenarial, il est de formes différentes, donc c'est vrai qu'on a pu utiliser notre réseau au niveau du logement, au niveau de la formation, au niveau de l'emploi, mais pas que, vraiment au niveau aussi des associations, que ce soit pour l'alimentaire, pour le vestimentaire, pour du soutien à la scolarité pour des enfants, c'est très varié. Sur beaucoup de sorties aussi, c'est vrai que les enfants, puis à chaque vacances scolaires, peuvent se permettre de partir. En tout cas, on a beaucoup d'associations qui travaillent avec nous pour que les enfants puissent participer au centre de loisirs pendant les vacances scolaires, ou en tout cas partir en vacances, alors soit seuls ou soit avec leurs parents. C'est vrai que c'est quelque chose que la FOL développe aussi. C'est ce qu'on dit aussi, la transversalité et la mise en place de projets avec tous les secteurs de la FOL. C'est vrai, comme on a pu le dire tout à l'heure, la FOL, c'est pas qu'un secteur social, c'est des secteurs sportifs, des secteurs de vacances, des secteurs de formation, de culture. Donc c'est vrai que ces autres secteurs aussi nous proposent un certain nombre de projets qu'on peut mettre en place, alors soit pour les personnes en demande d'asile, soit pour les personnes bénéficiant d'une protection, qui sont un petit peu similaires que de projets que l'association Emmaüs pouvait présenter tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a aussi, nous les personnes, que ce soit les demandeurs d'asile ou les personnes qui bénéficient de la protection, qui participent aussi à la mise en place de ces projets. Donc voilà, c'est un échange. Du coup, pareil, depuis l'ouverture de ce service, on a mis un protocole en place avec les CADA, tout simplement pour essayer de travailler sur, déjà sur des questions, des interrogations qu'on pourrait avoir de part et d'autre, mais surtout, comme on pouvait le dire tout à l'heure, avec du coup une liste d'attente de demandes d'accompagnement qui commence à s'augmenter de plus en plus. Aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 85 personnes sur la liste d'attente. Voilà. Et encore, les 85 personnes, elle est exhaustive, cette liste, puisque du coup, il y a des parties du département qui savent qu'aujourd'hui, il y a une très longue liste d'attente, donc ils ne prennent plus la peine de faire cette demande. Donc du coup, on pense qu'elle est bien plus grande, cette liste d'attente. Donc c'est vrai qu'on essaye avec ces CADA, lors de ces réunions trimestrielles, d'essayer un petit peu de réfléchir à comment on peut soulager tout le monde de part et d'autre, et quelle famille aurait vraiment le plus besoin d'être accompagnée. On fait aussi donc des rencontres trimestrielles avec des services d'insertion, alors uniquement aujourd'hui sur l'agglomération annécienne. On est aussi sollicité du coup par Pôle emploi pour des formations ou des emplois non pourvus. C'est vrai qu'on est aussi un département où sur certaines agglos, il y a énormément de tourisme. C'est vrai que sur la saison hivernale ou la saison estivale, il y a énormément de recherche de saisonniers. Donc c'est vrai que cette année, on a de nouveau été sollicité par Pôle emploi, à savoir si on avait des personnes qui recherchaient des emplois saisonniers avec des pistes de logement. Donc c'est vrai que ça nous a permis pour quelques-uns, notamment hommes isolés, de pouvoir trouver des solutions assez rapides. Quand on parle de formation avec Pôle emploi, c'est vrai qu'à l'inverse, c'est eux qui nous ont demandé d'essayer de trouver des fleurs tournés vers des métiers particuliers sur les personnes qu'on pouvait avoir pour essayer de créer ce genre de formation. Aujourd'hui, pareil, on a une priorité avec un certain nombre de réseaux d'employeurs qu'on a développés, même si on recherche toujours. Donc c'est vrai que ça nous permet, selon secteur d'activité, à ce que des personnes qu'on accompagne rentrent très rapidement dans de l'emploi, même si elles ne sont pas forcément toutes francophones. Donc au fur et à mesure des années, on a vu qu'on avait aussi une augmentation des sorties positives vers le logement, malgré la très grosse complexité du territoire. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal et des fois on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi, mais on cherche. Ce qui peut expliquer, c'est qu'on a des priorités avec certains bailleurs, ce qu'on pouvait vous dire tout à l'heure, et plus généralement, c'est vrai que notre association, la FOL, met en avant des compétences des statutaires qui a permis d'embaucher au sein de la FOL, alors dans d'autres secteurs d'activité, mais pas que, d'un certain nombre de personnes qu'on a pu accompagner et qui aujourd'hui sont devenues des collègues plutôt que des personnes qu'on accompagne. Alors au niveau des chiffres, donc la ligne rouge, ça représente les 140 personnes qui nous avaient été demandées d'accompagner sur les 3 et 4 dernières années donc, de l'ancien projet du CFR avec l'Europe. Juste pour revenir sur la dernière année 2016-2017, c'est vrai que la colonne descend, c'est pas parce qu'on a moins de personnes qui sont bénéficiaires de statutaires, c'est juste qu'en fait
On a arrêté d'accompagner au-delà de la commande, tout simplement pour essayer de garder un accompagnement de disponibilité et de qualité, puisqu'on est sur vraiment un accompagnement global, donc on ne sépare rien. Voilà, là c'est un petit peu les provenances des suivis. Donc, ça rappelle un petit peu les chiffres de tout à l'heure. Sur les 4 années. Pareil, les personnes qui ont pu donc bénéficier de logement, de l'emploi et de la formation. Donc c'est vrai qu'on peut voir en 2015-2016, on a exposé les chiffres au niveau du logement. En 2016, on voit que le logement, ça diminue. Alors c'est pas en lien avec... ce qui est important de dire, c'est que c'est pas en lien avec l'attribution, c'est par rapport à la diminution en fait, de notre nombre de suivis.